envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur ObjectifNews.tv. Nous recevons ce soir deux personnes pour l'interview de 18h. Alain Grisot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué régional de Canalisateurs de France. Et Monsieur Gérard Poujade, vous êtes le président de l'ARP, l'Agence régionale de développement durable. On est là pour parler des canalisations d'eau, puisque avec la FRTP en partenariat, vos deux organismes ont élaboré une méthodologie à destination essentiellement des collectivités locales, je crois, pour dresser l'inventaire de ces réseaux de canalisation en eau potable. Alors, pour démarrer cette interview, j'aimerais juste qu'on dresse un peu le constat justement de ces canalisations. J'ai lu quelques chiffres, ça me semble relativement effroyable. Il faut pas effrayer, c'est pas effroyable. C'est bien un constat. Le réseau d'équipements français s'est fait constituer d'après-guerre. Après-guerre, ce sont les années 40, donc on est en 2012, donc ça fait quelques années qui sont passées. Ces réseaux structurants donc, ont vieilli. Ils ont vieilli de façon importante et aujourd'hui on se rend compte que ces réseaux structurants, il y a des failles. On perd beaucoup d'eau, c'est vrai, si vous citez les chiffres effroyables, 54 000 mètres cubes d'eau toutes les 4 secondes perdues sur le territoire français. Je crois que c'est 120 litres à peu près par usager et par jour. Et par jour, c'est colossal, ce qui donne un rendement des réseaux, ce qu'on appelle un rendement des réseaux, c'est-à-dire le ratio entre l'eau produite et l'eau facturée, et disons, ou arrivée chez le consommateur. Sur la moyenne générale en France, on est en dessous de 60%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on perd 40% de l'eau qui est produite et prélevée au milieu naturel. D'accord. Les canalisations, en gros, sont remplacées tous les 170 ans à peu près. Elles ne sont pas remplacées tous les 170 ans. Les chiffres que vous aviez vus, ce sont des chiffres qui, s'il fallait à aujourd'hui, en arrêtant le périmètre constant, il faudrait 170 ans par rapport aux investissements que nous engageons aujourd'hui pour le renouvellement pour renouveler l'ensemble du patrimoine. Voilà, aujourd'hui, sachant qu'une durée de vie d'une canalisation est de 50 ans, vous voyez qu'avant qu'on puisse remplacer la totalité, déjà les canalisations auraient été obsolètes 3 fois. D'accord. Alors un mot sur cet inventaire justement, comment est-ce qu'il s'articule ? Mais l'inventaire, la modélisation que nous allons faire en partenariat avec l'ARP se pose surtout sur l'article 161 de Grenelle 2, qui est devenu une obligation réglementaire depuis le 27 janvier, puisque le décret est paru au journal officiel, qui demande aux collectivités qui gèrent les réseaux d'eau et d'assainissement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la collecte des eaux usées qui est concernée dans cet inventaire, pour simplement prendre connaissance de son patrimoine. En 3 mots, c'est quoi la connaissance de son patrimoine ? C'est savoir qu'est-ce qu'il y a dans le sol, depuis quand ça y est, et savoir où c'est. Donc la demande qui est faite par le législateur, c'est de dire relever le linéaire de conduite, la nature des matériaux, l'année de pose et en même temps le cartographier. Voilà, ça c'est aujourd'hui la partie réglementaire et tout ceci doit être réalisé avant le 1er janvier 2013 pour les services d'eau et d'assainissement. D'accord. Comment est-ce qu'il peut être concrètement fait cet inventaire justement pour les collectivités? Quels sont comment est-ce qu'elles peuvent savoir où passent les tuyaux et quel type de tuyaux il s'agit? Ça a été un petit peu le point de départ et le point d'interrogation. Et il faut revenir au passé, on fait de l'historique, donc il faut appeler à la mémoire collective, c'est-à-dire aux anciens gestionnaires, on appelait autrefois les fontainiers, qui connaissaient parfaitement mais qui malheureusement n'avaient jamais couché sur le papier leurs connaissances. Donc revenir rechercher, pour certains des retraités, aller puiser dans les archives des travaux, l'ancienne DDA à l'époque, devenue direction des territoires maintenant, chez les gestionnaires directement, c'est-à-dire que ce soit régie ou délégataire de services. Donc on va puiser là-dedans, on va collationner toutes ces informations et on va essayer de voir chaque fois qu'il y a des manques, de trouver et s'il le fallait, mais aujourd'hui c'est pas dans la première phase, faire des investigations à ce moment-là sur le terrain et faire des sondages. C'est un tuyau lambda ? C'est un tuyau que nous retrouvons qui est vraiment à l'image de ce qui est enterré dans le sol. Un tuyau qui doit avoir une 40-45 ans, tuyau de nature métallique, mais surtout ce qui est important, c'est quand on parle de vieillissement de réseau, c'est pas l'aspect fuite directe qui est important, mais c'est ce qui se passe dedans. Je peux vous le montrer, il est obturé, donc obturé, il y a des concrétions qui sont créées, qui est normal au fil des années. Et la problématique, c'est qu'il y a une perte de débit, il y a une qualité d'eau qui est moindre, même si le réseau, je dis bien, c'est indépendant de l'entretien du réseau.
que ce soit par un délégataire ou que ce soit par une régie. C'est simplement la vie normale, le vieillissement normal du réseau qui fait ce genre de... D'accord. Monsieur Poujade, quels sont les enjeux en matière de développement durable? On voit que le réseau a des trous, visiblement. C'est une eau qui va pas forcément dans la nappe phréatique, qui devrait peut-être pas forcément y aller. Absolument. Alors d'abord, le trou, celui qui est sur le dessus, là, c'est l'intervention. C'est-à-dire que quand il y a un trou comme ça, c'est qu'il y a une panne. Là, on n'est plus dans l'investissement de reprendre tout un zéro, de tout un réseau. L'objet, c'est de venir réparer la fuite qu'il y a sur place. En fait, ce qui se passe, c'est que l'enjeu derrière la rénovation des réseaux et des pertes qu'il y a sur les réseaux, c'est la question de la ressource. Aujourd'hui, on ne peut pas tout à la fois dire il y a un problème de pénurie de la ressource, il manque de l'eau, en prélever et en dépenser 40% en moyenne dans les fuites. Et donc l'objet, c'est d'avoir une méthodologie pour regarder à partir de ce diagnostic que les collectivités vont avoir à mettre en place, quelles sont les zones, les lieux, où il est prioritaire d'intervenir parce que en fait le niveau des fuites, un tuyau ne fuit pas quand il fuit de manière uniforme sur l'ensemble de la ligne, il y a des endroits où il fuit plus qu'à d'autres et l'objet c'est de savoir intervenir là où la fuite est la plus ample, la plus importante, les réseaux qui sont les plus fragiles pour remédier à cette perte de la ressource en ligne. Donc d'un côté on a une pénurie de ressources, de l'autre côté, on a un gaspillage. Donc l'objet, c'est de voir comment faire reporter les investissements là où ils sont les plus attendus. D'accord. En matière de développement durable, vraiment, est-ce que justement toutes ces fuites peuvent avoir un impact peut-être sur on parlait des nappes phréatiques tout à l'heure, c'est une eau qui est traitée. Alors il y a plusieurs niveaux d'impact. D'une part, le premier impact, c'est le prélèvement sur la ressource. C'est-à-dire, chaque fois que vous pourrez lever 100 mètres cubes, qu'il y en a 40 qui partent, qui perdent, dans la nature, je vais y revenir justement, parce que c'est la nature, la qualité de la nappe phréatique qui va derrière, mais qui sont perdus en ligne, non utilisés, c'est 42% de prélevés pour rien. Ensuite, il y a le fait qu'il soit rendu à la nature. Or, il n'est pas rendu à la nature dans le même état qu'il a été prélevé. C'est-à-dire qu'entre-temps, c'est une eau qui a été traitée et dont on ne sait pas très bien comment elle va ensuite se mélanger aux eaux qui sont naturellement sur place. Et un troisième aspect, c'est que l'eau que l'on reprend, les tuyaux, ces tuyaux, ils sont très souvent à proximité des voiries actuelles, voire sous les voiries actuelles. Et chaque fois que vous avez des pertes en ligne, vous avez des systèmes de cavitation qui se mettent en place et c'est de la fragilisation des ouvrages, des routes qui sont en place dont il est question derrière. C'est-à-dire que, y compris sans la grosse fuite, ce que vous allez avoir de la réparation, peut-être bien sur canalisation, peut-être bien que vous ne la verrez pas, et peut-être qu'il y aura énormément de réparations sur le niveau routier, c'est-à-dire d'autres frais pour les collectivités. Donc derrière, c'est un autre type de gaspillage que d'aller dépenser de la ressource sur les voies et routes de nos collectivités. D'accord. On voit que la facture promet quand même d'être relativement salée, si je puis dire. Cela dit, les collectivités n'ont pas des moyens financiers illimités pour rénover le réseau, le remplacer. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir le prix de la facture pour l'usager augmenter dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour pouvoir justement remplacer cet inventaire que vont faire les collectivités locales? C'est finalement un pré-diagnostic. Ensuite, il va falloir quand même réparer, améliorer les choses, j'imagine. La facture de l'eau, c'est une expression qui est communément employée, mais l'eau, c'est une ressource à laquelle chaque citoyen doit avoir accès. C'est ça le sens, c'est l'accès à l'eau. Alors, par rapport à cet accès, il y a un certain nombre de taxations qui permettent de créer du réseau, d'entretenir le réseau, de traiter l'eau, derrière de traiter également les questions d'assainissement. Et donc l'objet, c'est de voir comment on arrive à intégrer l'investissement réparation dans cette facture globale de l'eau. Mais une facture d'eau, c'est quelque chose qui est extraordinairement compliqué. Et donc aujourd'hui, indépendamment des programmes politiques des uns et des autres, si je reviens, c'est quasiment jour pour jour, un an en arrière, que M. Chaussade de Suez Environnement avait indiqué que ce qui serait pertinent, c'est de mettre en place des systèmes de tarification progressive de l'eau, de la ressource eau. C'est-à-dire que celui qui consomme plus contribue plus. Et donc l'objet, c'est pas de faire payer à ceux qui n'ont pas les moyens le fait de réparer ça. Parce que sinon, vous allez avoir des levées de boucliers pour dire laissons continuer à fuir. Quand vous rencontrez la population, elle ne vous dit pas ça du tout. Elle, la population, est parfaitement consciente que c'est un gaspillage que de laisser partir cette eau-là. L'objet, c'est qu'elle soit socialement acceptable et économiquement viable. Pour qu'une mesure soit efficace en matière de développement durable, il faut qu'elle ait trois aspects.
il faut qu'elle soit environnementalement justifiée. On perd de la ressource, on met les réseaux en difficulté, on met les entreprises aussi en difficulté de devoir intervenir sur que de la réparation et d'intervenir en pompier de service quand ça va mal. Il faut que ce soit socialement juste et acceptable et il faut que ce soit toujours économiquement viable. Et on est deux pour lesquels il faut que ce soit économiquement viable. Pour la collectivité, pour pouvoir le prendre en charge, et pour les entreprises, pour pouvoir faire le niveau d'intervention dont il y a besoin sur ces réseaux. Voilà ce qui est une mesure qui passera. Et pour compléter simplement le propos du président Poujade, je pense que le législateur a bien voulu faire percevoir cette notion de coût aussi du service de l'eau. Parce que dans le cadre de la loi Grenelle 2, il y a quand même pour les mauvais élèves une pénalité qui est le doublement de la redevance de l'agence de l'eau sur le prélèvement. Donc, et ça va aller directement sur la facture de l'abonné. Alors je crois qu'il vaut mieux que cet argent qui va être consacré à une pénalité soit plutôt fait pour la pérennité des réseaux. Donc c'est l'incitation d'une démarche de progrès. Et je crois que le président a parfaitement raison. Et on peut rajouter aussi sur l'aspect environnemental, c'est que pour amener de l'eau, il faut de l'énergie. De l'énergie, donc c'est la consommation électrique, etc. Voilà. Donc ça, c'est important. Il y a le deuxième aspect aussi, c'est fragilisation des réseaux qui sont à côté. On rejette des eaux usées aussi. Une conduite d'eau qui casse, ça entraîne peut-être une casse d'une conduite de réseau d'assainissement. Par contre, là, nous sommes sur de l'eau qui n'est pas encore dépolluée. Ça peut partir directement dans les nappes phréatiques. Je crois que c'est tout un ensemble et c'est un besoin d'une prise de conscience collective là-dessus. D'où l'importance de la démarche qui a été initiée, pour bien montrer aux élus aujourd'hui, aux personnes en charge des services des eaux, parce que ce n'est pas forcément que des élus, aux personnes des services en charge des services des eaux, qu'il est important aujourd'hui de relever le défi. Et plus on attend, plus la facture, je suis d'accord avec vous, elle sera lourde. Et pour dire sur le prix de l'eau, c'est vrai qu'il y a une économie de la gestion de l'eau à repenser aujourd'hui, mais au bout d'un moment, il reste malgré tout le consommateur qui est en bout de ligne. Donc pour lui, il faut que cet impact soit minime. Mais je pense, on ne pourra pas passer sans une augmentation légère du prix de l'eau. Mais cette augmentation, elle peut être compensée justement par le gain. On a 40% de gain à faire. Donc 40% de frais à moins. On peut équilibrer, pas à 100%. Donc je ne crois pas, il ne faut pas se leurrer. Parce que non seulement il faut rattraper le retard, mais il faut prévoir l'amortissement de demain. C'est-à-dire que ce réseau, il vit. Donc si on fige un instant T, il faut provisionner pour demain. Voilà. Puis il y a un dernier aspect quand même, auquel je ne peux pas m'empêcher d'intervenir, c'est vous avez là des emplois non délocalisables. Et souvent, il est de bon ton, surtout en période de campagne, de parler des emplois verts. Et leur métier, on ne les met jamais dans les emplois verts. Et là par contre, on est en plein. Ce type d'activité génère un emploi non délocalisable sur place qui travaille de la ressource, c'est des pelles mécaniques, c'est de l'ingénierie, des gens que vous ne voyez jamais sur aucune image dont qui peuvent servir à illustrer les emplois verts et pourtant là on y est en plein. Vous avez des besoins en recrutement justement d'ailleurs ? Des besoins en recrutement, oui, la pyramide des âges de nos entreprises, on la connaît. Donc il y a des besoins sur Midi-Pyrénées. On avait besoin de plus de 1700 emplois sur plusieurs années. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la période actuelle n'est pas très favorable. Donc on a, je crois, aujourd'hui levé le pied dans ce sens-là. On a une problématique qui se pose, c'est le financement bien sûr de ces travaux, vous l'avez lié, mais c'est aussi le financement global des travaux liés justement à l'impact économique et à la difficulté de financement des collectivités territoriales. Donc on est, c'est vrai, dans une période un peu plus difficile. Mais de toute façon, c'est sûr que demain, nos métiers seront générateurs d'emplois. Et comme le dit le président Poujade, ils seront générateurs d'emplois non délocalisables. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Merci messieurs. Merci. Et merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'objectivenews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.